On donne aujourd'hui la voix à ceux qui œuvrent autour de ce que l'on présente souvent comme une tragédie silencieuse, les abandons d'enfants au Maroc. Le phénomène est récurrent et pourtant les solutions de prise en charge de ces enfants sont très limitées. Pour cette raison, un collectif de placement en famille d'accueil a vu le jour, c'était il y a quelques mois. Objectif, développer une réelle alternative à l'accueil en institution. Elle est membre de ce collectif et la directrice de l'association Beiti, Amina El-Malih. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors avant de vous laisser la parole, Asma, j'invite également nos auditeurs à réagir et à poser leurs questions directement sur l'application Lux Radio. Alors il y a 7 mois, l'association Beiti avec 4 autres organisations, à savoir l'association Anir, SOS Village Enfants, la fondation Amen pour la protection de l'enfance, ainsi que la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance. Vous avez créé le collectif marocain de placement en famille d'accueil. L'union fait la force, hein, on l'entend bien. Racontez-nous tout de même, quelles ont été les motivations pour créer ce collectif? Quelle est l'idée derrière? En fait, tout d'abord, il faut dire que chaque enfant a le droit de grandir au sein d'une famille qui va lui assurer en fait la protection, l'amour et l'accompagnement dans son projet de vie. En fait, suite aussi à notre longue expérience et l'expérience des autres partenaires dans le cadre de la protection des enfants, de la prise en charge des enfants et surtout vivre en famille. Donc, on voit de plus en plus beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup d'enfants dont la réinsertion familiale est impossible, beaucoup d'enfants dans des institutions et là c'est vraiment quelque chose qui nous a incité à ce que chaque enfant ait ce droit-là de vivre en famille. Donc la réinsertion familiale durant toutes les années dans lesquelles on a travaillé ne dépasse pas 30 à 37% et donc beaucoup d'enfants en fait vivent très longtemps dans des institutions et on sait bien les séquelles que laisse en fait vivre en institution. Et c'est à partir de là que Beiti a initié le projet pilote famille d'accueil et après donc on a en fait mis en place ce collectif qui est composé des associations qui œuvrent dans la protection de l'enfance. Donc si je comprends bien, il y a 3 solutions aujourd'hui. Tout à fait. Donc il y a le placement en institution, le placement justement en famille d'accueil et la kafala. Quelles sont justement les différences entre ces 3 solutions en termes d'avantages et d'inconvénients, puisque vous avez l'expérience du terrain? Alors, le placement en famille d'accueil, ça reste encore vaste et donc il a besoin de beaucoup de travail. Donc la loi marocaine a élargi le cercle des personnes concernées par la garde de la protection de l'enfant à partir de l'article 471 du code de procédure pénale, exactement, qui en fait la règle la personne tierce digne de confiance. Et c'est à partir de là que les enfants sont placés même dans des institutions où il y a la loi de la kafala et le placement en famille d'accueil passe par cet article-là. Donc il n'y a pas une loi juridique qui réglemente vraiment le placement juridique. Tout à fait. Donc il y a un vide juridique à ce niveau-là. Et donc ça reste très vague. Ça reste personne digne de confiance. C'est un homme, une femme. Donc c'est pas du tout clair. Donc et c'est à partir de là que le collectif a été créé pour déjà en fait plaider pour l'adoption d'un statut juridique sur la famille d'accueil et la mise en œuvre conformément aux normes internationales. Alors justement, 7 mois après la création de ce collectif, qu'est-ce qui a été fait à ce jour? Oui. Bon, donc il y a la sensibilisation. Il y avait un séminaire national qui a été créé. Donc il y a tout un travail qui se fait au niveau des juges et en étroite collaboration avec le ministère de la Justice. Il y a déjà une proposition de loi donc mais jusqu'à maintenant il reste encore beaucoup à faire. Donc au niveau aussi il y a une proposition de loi, mais qui a été traitée, votée, enfin. Non, pas encore. Donc là, c'est tout un travail qu'on fait avec le ministère de la Justice, avec des juges, pour effectivement mettre en place une loi qui réglemente essentiellement ce. D'accord, mais si je comprends bien, il y a déjà une proposition qui a été déposée en 2012. En 2012, exactement, exactement. Mais ça reste encore depuis 2012 jusqu'à maintenant, mais ça reste encore. Donc il y avait déjà une réunion avec
Madame le ministre Bassima Haqaoui à ce niveau-là, qui ont vraiment en fait qui a encouragé la proposition avec l'ONDE aussi actuellement. Donc on est en train de travailler en étroite collaboration pour aller en avant et pour vraiment. Mais si je comprends bien, ce soutien n'est pas suffisant vu que pour l'instant. Non, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc ça reste encore parmi les dossiers qui sont en cours et d'accord. Qui s'accumulent sur un bureau. Exactement. Malheureusement, donc oui. Donc vous avez le soutien du ministère donc de tutelle, mais rien n'a été fait pour l'instant. En tout cas pour avoir un cadre juridique clair. Pour mieux comprendre les enjeux derrière votre combat, votre plaidoyer aujourd'hui, est-ce qu'on dispose de statistiques sur le nombre d'enfants abandonnés, sur le nombre d'enfants placés en institution? Bon, en fait, il y en a beaucoup d'enfants déjà qui sont dans des centres, dans des institutions, que ce soit des institutions étatiques ou que ce soit dans des centres qui relèvent en fait des associations, des ONG. Mais ça veut dire le problème, c'est que le nombre augmente. Nous avons actuellement beaucoup d'enfants qui sont en situation de rue, donc le nombre augmente. Et si on ajoute avec la problématique maintenant de la migration non irrégulière, avec des mineurs qui sont étrangers, qui sont aussi dans la rue, donc on voit que le nombre augmente, mais la solution ou bien ces solutions restent encore très insuffisante. Donc parce que déjà par rapport au centre, il y a des saturations, donc il n'y a pas vu que la loi qui réglemente les centres de protection des enfants, donc il met des règles, il met des critères, et donc on voit que beaucoup d'enfants n'ont pas même accès à ces centres. Et n'en parlons pas parce que nous, Beiti et également tous les membres du collectif, on lutte contre l'institutionnalisation de la problématique. Donc on opte pour une réinsertion familiale, que ce soit en famille biologique ou que ce soit en famille d'accueil. Pourquoi ça vous paraît évident, mais peut-être pour nos auditeurs c'est pas clair. Pourquoi vous luttez contre justement l'institutionnalisation de la problématique? Oui, parce que vivre en institution, c'est pas du tout un cadre. On peut offrir à l'enfant tout ce qu'on veut matériellement, mais on peut pas lui donner l'affection qu'il faut. On peut pas un enfant dans une institution, c'est pas un enfant au sein d'une famille. Donc on lui procure pas. L'accompagnement n'est pas le même. L'accompagnement n'est pas du tout le même. Et en famille, donc c'est déjà l'aspect psycho-affectif, donc qu'on peut pas donner dans une institution où il y a des visages qui en fait qui changent durant toute la journée et la nuit. Donc on peut mettre la prise en charge de qualité qu'on veut, mais jamais donner la stabilité affective à l'enfant et la stabilité psychologique à l'enfant. Citons des enfants par exemple qui vivent depuis leur naissance dans des centres. D'ailleurs, donc, quand on faisait en fait l'étude de faisabilité avec la sociologue, on a fait beaucoup d'entretiens individuels et beaucoup de focus group. Et je n'oublierai jamais une phrase qu'a dit un enfant. Il a dit: moi, je passe ma vie à faire la queue. Donc, à faire la queue pour aller aux toilettes, à faire la queue pour aller pour aller manger, à faire la queue pour aller à l'école, parce que généralement dans des institutions, des orphelinats, on met l'ensemble des enfants dans la même école. Donc, il dit: moi, je passe ma vie à faire la queue. Et ça, c'est vraiment très très touchant. Et le problème, c'est que à chaque personne, moi j'ai fait des visites, ça fait longtemps, à des institutions où à chaque fois qu'on voit une femme, surtout quand il s'agit de petits abandonnés depuis leur naissance, quand on voit une femme, on l'appelle maman, et quand on voit un homme, on l'appelle papa. Donc ça, déjà, la notion de la famille n'est pas présente chez ces enfants. Et donc, quoi qu'on fait, l'institution laisse des séquelles psychologiques et peut amener on peut parler d'un déséquilibre psychologique. Oui, il y en a des gens qui vont dire oui, les orphelinats, ils ont en fait il y a des personnalités et tout, mais il faut quand même avouer que c'est pas la même chose que quand on vit exactement quand on vit dans des familles. En tout cas, l'association Beiti est la première en Afrique et dans la région MENA à avoir lancé en 2008 un dispositif famille d'accueil avec 47 familles sélectionnées dans les villes de Casablanca et Samira. Racontez-nous cette expérience 12 ans après. Quel enseignement tirer de ce modèle, le modèle que vous avez justement développé? Bon, déjà le placement en famille d'accueil passe par un processus
donc par rapport aux enfants et par rapport aux familles. Donc on fait très très attention pour que l'enfant ne vit pas un deuxième rejet de la famille. Donc et pour ça on est très 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 en fait vigilant. On a fait beaucoup de stages. Et on a vu les dispositifs dans d'autres pays pour essayer un petit peu de comparer et pour essayer d'en tirer les bonnes solutions. Est-ce que l'enfant reste en contact avec sa famille biologique, avec ses parents biologiques? Oui. Alors le placement en famille d'accueil, c'est une alternative des fois juste au passage. Ça veut dire on travaille en même temps avec la famille biologique pour qu'il puisse après récupérer son enfant. On travaille avec l'enfant, mais cette période de transition de la famille d'accueil vers la famille biologique ou la famille élargie, parce qu'on travaille aussi avec la famille élargie, pas seulement les parents, mais aussi les tantes, les grands-parents, les oncles, si c'est possible. Donc, et cette transition, on la travaille bien. Des fois, nous avons des cas qui ont transité de la famille d'accueil à la famille biologique. Et bien sûr, ça c'est une obligation, c'est une condition qu'on fait qu'on tient avec la famille d'accueil, à ce que l'enfant reste en contact avec sa famille biologique. Mais on essaie toujours de garder le lien, même si la réinsertion familiale est impossible. Des fois, on arrive à des réinsertions familiales au sein des familles biologiques qui est impossible parce que la famille biologique donc ne garantit aucune protection pour l'enfant. Au contraire, des fois, c'est elle-même qui représente un danger. Et là, je cite le cas de l'exploitation économique, l'exploitation sexuelle, donc et j'en passe. Donc il y a beaucoup de dimensions qui vraiment interdisent à ce que cet enfant revienne chez sa famille. On a des cas très réussis d'enfants au sein des familles d'accueil qui ont pris ces enfants pour toujours. Donc on est même arrivé à des cas où la famille d'accueil s'est transformée en famille kafile. Donc on est passé par la procédure de la kafala. D'accord. Sachant que quelle est la différence entre une famille kafile et une famille d'accueil, pour qu'on comprenne mieux? Oui, en fait, une famille d'accueil, c'est un engagement à long terme. C'est un engagement, ça veut dire ils s'engagent. Et puis il y a une loi qui réglemente ça. Même c'est un autre débat parce que il y a quand même des lacunes à ce niveau-là. Évidemment. Voilà. Mais c'est pas les mêmes obligations. Donc là, en famille d'accueil, il peut rester juste une période déterminée et puis revenir soit chez sa famille biologique, soit s'il y a un problème, revenir à l'institution. Mais généralement la différence, c'est que il y a plus d'obligations et d'engagement au niveau de la famille kafile, contrairement à la famille d'accueil. Mais au niveau en fait de la prise en charge, au niveau de comment prendre en charge cet enfant, c'est vrai que ce sont les mêmes, mais au niveau surtout juridique, il y a une différence. Amina El-Malih, ma dernière question. Si on veut devenir une famille d'accueil, comment doit-on justement se manifester? Que doit-on faire? Bon, déjà, en fait, se diriger vers l'association et là, présenter la demande. Et à ce moment-là, il y a l'assistante sociale et les personnes concernées qui vont en fait expliquer tout le processus Donc il faut s'adresser à l'association Baïti, c'est ça? S'adresser à l'association Baïti et les autres associations qui font partie du collectif. Et d'ailleurs le collectif ouvre les portes aussi pour d'autres associations. Donc on essaie d'élargir notre champ d'intervention. Pour avoir, j'imagine, des antennes relais dans les autres villes. Tout à fait. Justement, c'est notre objectif, c'est avoir vraiment des relais dans toutes les villes et les régions marocaines. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Amina El-Malih. Je rappelle que vous êtes la directrice, mais voilà. En tout cas, vous êtes responsable aussi de l'association Baïti, membre du collectif de placement en famille d'accueil. Mais sachez, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Là, je profite de l'occasion pour faire appel à des gens, parce que là, on essaie de vraiment d'élargir cette culture-là de l'accueil. Donc, et on est tous concernés par la problématique des enfants en difficulté, et donc toutes les familles qui se voient aptes pour garantir, se sentent capables, et voilà, et qui voient vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose
et qu'ils peuvent vraiment favoriser à un enfant en difficulté un cadre familial protecteur, de se diriger vers ces associations-là. Et donc, c'est un pas vraiment très très important parce que nos enfants, c'est une génération de demain. Donc, et si on fait quelque chose pour aujourd'hui, donc on garantit un bon avenir pour ces enfants et pour notre pays. Merci beaucoup.